suis Antonin Laute, je suis conseiller de programme numérique à l'unité documentaire de France Télévisions. En fait, si on raisonne en saison, on serait la deuxième saison. Il y a une première saison qui est une saison qui a été celle d'un enthousiasme créatif autour de la production numérique, une énergie, un espoir dans les possibilités qu'offre le numérique pour créer des histoires différentes, créer d'autres manières de raconter, d'utiliser toutes les sources, tous les outils pour raconter des histoires. Une période d'environ, en gros, entre 2008 et 2016. C'est une période même assez frénétique, très exploratoire, et cette première saison, c'est celle de l'exploration. La deuxième saison, ce serait celle de la rentabilisation, de la capitalisation, au sens où il y a eu une bascule entre un numérique considéré au départ, et même comme ça l'était historiquement, par la création numérique, un espace de liberté, et donc un espace de créativité, de possible de création artistique sous toutes ses formes. On est passé d'une époque où le numérique n'était plus un espace de créativité, mais principalement un espace de diffusion et d'optimisation de la propagation des contenus. Il y a une œuvre pour laquelle je suis extrêmement fier d'avoir participé, c'est une œuvre qui s'appelle The Enemy, qui est une œuvre qui est majeure parce que justement elle peut être inspirante pour beaucoup de gens sur le sens qu'elle porte dans la relation qu'on a avec les gens qui font la guerre aujourd'hui dans le monde. Premièrement, et deuxièmement, c'est une œuvre qui est l'une de celles sur lesquelles j'ai travaillé, qui pour moi ouvre le plus de portes dans la phase exploratoire dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ça ouvre la question de c'est quoi la réalité virtuelle à plusieurs, dans une relation commune, d'une audience commune qui vit une création numérique en réalité virtuelle et en déplacement. C'est quoi la question de la représentation documentaire dans la réalité virtuelle, le fait de représenter, et donc la question du réel et du virtuel documentaire dans la réalité virtuelle. Et aussi parce que c'est une des portes sur la question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact, c'est-à-dire finalement un journalisme ou une narration du réel qui ne se contente pas d'écrire, mais qui essaye d'apporter, si ce n'est des solutions, en tout cas de provoquer quelque chose. Le fait de plaquer un univers sur la tête de quelqu'un, c'est l'un des médiums audiovisuels les plus dingues inventés depuis le cinéma ou la télévision. J'en suis absolument convaincu. C'est-à-dire que là, il s'agit, avec un casque, de dire « Ok, je sors quelqu'un du monde dans lequel il est ». Ce qui ça ne peut pas être une mode, ça. C'est quelque chose qui en plus résonne par rapport à une société où le réel est absolument incertain, on ne sait pas où va la planète, on ne sait pas en qui on peut avoir confiance. Voilà. Donc le fait de vouloir, d'avoir à disposition un médium qui coupe les gens de la réalité, on sent que c'est quelque chose qui n'est absolument pas un gadget, et j'en suis persuadé, et on sent, et je sais pour avoir travaillé sur des projets en réalité virtuelle, que ça peut avoir une puissance absolument colossale. Le problème de la réalité virtuelle, c'est que c'est un médium, dans les recherches qu'on a pu faire, là, au stade où j'en suis, qui est plutôt un médium de sensation qu'un médium de sens. C'est-à-dire que c'est un médium qui va agir d'un point de vue presque neuroscientifique sur le corps humain, d'abord sur les sensations, sur les émotions, sur la perception, que sur le sens, l'intellect, la manière de raisonner. Voilà. Il y a des pistes qui sont très intéressantes, qui n'ont pas encore été exploitées ou pas suffisamment en réalité virtuelle. C'est la réalité virtuelle dans un cadre, sur une PS4 par exemple, sur une console,
avec un ou plusieurs utilisateurs, et s'inspirer de ce qui est fait dans l'industrie du jeu vidéo. Ça, c'est la première piste qui a été très peu utilisée par l'écosystème classique de création originale numérique. Et puis la VR connectée, c'est-à-dire d'être dans... On vous plaque un univers qui est virtuel, mais qui est aussi connecté au réel du web. Et ça, c'est un problème majeur, c'est qu'il faut les rendre pérennes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un problème qui est absolument majeur dans la question de la création originale numérique, c'est la mémoire des œuvres. C'est-à-dire que les sites interactifs, les histoires sous toutes leurs formes, qui ont été créées depuis 2007-2008, ne sont pas archivées. En tout cas, l'INA, par exemple, archive les contenus, mais n'archive pas, on ne peut plus les regarder, en fait. Et donc, du coup, ça pose une question qui est absolument centrale, c'est-à-dire que tous les efforts de création qui ont été faits, toutes les initiatives, toutes les expériences qui ont été tentées, dans un but d'inspirer les créateurs de demain, de donner des pistes aux créateurs, aux producteurs, à tout l'écosystème de production, toute la saison 1 dont je parlais au début est menacée de disparaître, finalement. Ça peut être une des pistes pour la création numérique, ça peut avoir une vertu, à mon avis, c'est celle d'installer une relation de vérité par rapport à l'œuvre et à ceux qui la fabriquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace numérique, l'espace de création numérique, et les œuvres numériques, les contenus numériques, même au sens large, deviennent suspects. La défiance des journalistes, c'est une des faces de l'iceberg, mais évidemment, les outils numériques permettent de faire des choses absolument incroyables, en réalité augmentée, et donc de jouer avec le vrai et le faux. Si il y a 10 ans, c'était quelque chose qui était assez jubilatoire, aujourd'hui, ça pose des enjeux de véracité, de relation par rapport aux gens, de ce que je vous raconte, c'est vraiment la réalité. Et donc du coup, le fait que la création originale ou une certaine forme de... c'est aussi ce qu'a fait le théâtre à une époque, de sortir dans la rue pour toucher les gens. C'est aussi d'installer une relation de... Voilà, ce que je vous propose, c'est fait de telle manière, c'est fait avec ces moyens-là, et ça permet de ne pas avoir une dimension verticale entre un public qui est en bas et des contenus qui tombent en haut. Ça renforce quelque chose qui est assez horizontal. C'est une piste, ça ne peut pas être que celle-là. Il faut continuer, à mon avis, à travailler sur les orientations mobiles, par exemple. 70-80% des gens regardent des contenus sur mobile. Il ne faut pas nier ça. Il faut regarder la relation qu'on a avec les mobiles, par exemple. Mais l'espace public, oui, pourquoi pas. Le premier conseil par rapport à l'histoire que vous racontez, je dirais, c'est d'essayer de trouver la simplicité, de trouver ce qui est l'essentiel de ce que vous voulez raconter, et de faire une sorte d'écrémage du concept ou de l'histoire qu'on a en tête pour non pas céder aux sirènes de tous les possibles, de tous les outils, de se dire tiens, oui, mon histoire, elle va être à la fois avec un casque de réalité virtuelle, à la fois avec un mobile, et puis il y aura ci, il y aura ça, parce que tout est possible. Mais de se dire finalement qu'est-ce qui serait le plus important. Le deuxième conseil, c'est dans la suite de cet effort de simplicité, de garder un niveau d'exigence. Voilà, c'est pas parce que c'est le numérique que c'est pas anglais, c'est pas parce que c'est sur le numérique qu'il n'y a pas un effort de réalisation, de construction et d'écriture. Voilà. Et le troisième conseil, c'est je pense pour un auteur, c'est extrêmement difficile d'être dans une relation d'argent, de chercher des financements pour son œuvre. Et là, il y a des métiers à inventer, d'aide au financement. La plupart des énergies d'auteurs aujourd'hui sont dépensées non pas à travailler l'œuvre, mais à essayer de la financer. Et ça, c'est dommage.
la disparition d'interface. C'est-à-dire que je suis certain, un jour, où ce sera la fin du digital, au sens le digital le doigt, et où les histoires nous seront offertes dans d'autres types d'interfaces. Ça, c'est assez vertigineux. C'est-à-dire, je pense, je pense qu'effectivement les histoires arriveront d'une autre manière, sans qu'on ait à agir avec les membres inférieurs et les doigts. Et ça parfois, effectivement, tu dis, bon, c'est pas forcément un rêve pendant la nuit, mais j'essaye de m'imaginer comment ça peut se passer. Est-ce que c'est quelque chose qui est directement connecté au cerveau? Est-ce que c'est pas forcément que de la science-fiction. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit une fierté, ce serait que mes enfants aient regardé un film, une série ou une œuvre à laquelle j'ai participé et qu'elles ne sachent pas que je l'ai faite. Et en fait, ça m'est arrivé récemment. Un de mes enfants m'a parlé de quelque chose qu'elle avait vu en ligne et auquel j'avais participé. Et je trouvais ça réjouissant dans l'idée que les choses circulent sans qu'on ait besoin de s'en faire le porte-parole.